Causons couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et ses acteurs qui nous inspirent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathilde, créatrice de ce podcast et fondatrice d'Atelier Sherwood. J'accompagne les femmes qui aimeraient arriver à apprécier leur garde-robe, qui souhaitent être sûres de leur choix vestimentaire, qui ont envie de se sentir à l'aise avec leur image et qui veulent trouver leur couleur et leurs vêtements de superwoman. Tu souhaites toi aussi ressentir confiance en toi et exprimer au monde qui tu es ? Tu veux en savoir plus, que tu pratiques la couture ou non ? Je t'invite à réserver un appel gratuit et sans engagement pour définir ensemble tes besoins, pour que tu découvres ma façon de travailler et pour voir si tu souhaites que je t'accompagne. À très vite et bonne écoute de cet épisode. Bienvenue à l'écoute de ce numéro créé en collaboration avec le salon Création et Savoir-faire. Je te propose un duo d'épisodes consacrés aux coulisses de celui-ci. Tu vas découvrir 6 personnes qui travaillent pendant et sur ce salon du faire soi-même qui aura lieu fin novembre 2023 à Paris. Dans ce second épisode, tu vas découvrir le magazine Marie-Claire Idée, grand partenaire historique du salon. Ensuite, je te propose un entretien avec la directrice du salon. Et puis Lucie, de We Made Together, qui va proposer une série d'ateliers pour valoriser les savoir-faire autour du réemploi textile. Bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode coulisses du salon Création et Savoir-faire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille, qui est rédactrice en chef du Marie-Claire Idée. Bienvenue Camille. Merci, enchantée d'être parmi vous. Est-ce que tu peux nous expliquer la place du Marie-Claire Idée sur le salon Création et Savoir-faire ? Alors, en fait, la place de Marie-Claire Idée dans le salon Création et Savoir-faire, elle est essentielle, en tout cas très importante, parce qu'on est partenaire de ce salon. C'est ça. C'est-à-dire qu'on marche main dans la main entre Marie-Claire Idée et les organisateurs du salon. On élabore, on est au courant de l'ADN du salon, de la direction artistique. On a notre mot à dire parce qu'en fait, on y emmène notre communauté, oui, qui est une communauté captive du DIY, qui soit aussi bien sur le print, avec une communauté un peu plus âgée, que sur le digital, avec une communauté plus jeune. Et on a tellement d'ADN en commun, qui est le fait de partager le savoir-faire, de partager le goût des ateliers, de partager les objets nécessaires pour la création, que c'est évident qu'on est très très lié à ce salon. Bien sûr. Voilà. Comment est-ce que tu peux nous brosser vite fait le planning d'une année pour arriver à cette dernière semaine qui sera la semaine prochaine où les gens qui nous écoutent, vos lecteurs, les passionnés du DIY vont pouvoir découvrir le salon et en particulier l'espace Marie-Claire? Donc, en fait, nous, on a une manière de travailler sur le salon, c'est-à-dire qu'après chaque salon, on fait un débrief avec les équipes déjà. Ouais. Donc, ça démarre après le salon, où en fait, on fait un débrief sur qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien, combien il y a eu de visiteurs, qui a été content, pas content, qui est venu à travers les réseaux Marie-Claire Idée, qui est venu à travers les réseaux uniquement Création et Savoir-faire, comment a été perçu le stand, comment a été perçu le salon de la part de notre lectorat. Donc, en fait, on a un gros retour. Donc, nous, ça démarre, le salon suivant, il démarre toujours, en fait, après le salon. Donc, ça démarre où on tient compte à chaque fois de ce qu'on a fait, des choses bien et des choses pas bien, de l'accueil qu'on a reçu. Après, c'est vrai qu'on laisse dormir. Oui. Voilà, on se repose et nous, on a un magasin à faire et les équipes de Création et Savoir-faire sont épuisées. Et puis après, ça remonte assez vite parce que nous, au Marie-Claire Idée, nos sujets de Noël, on les prévoit avec pratiquement 1 an d'avance ou 6 mois d'avance. Quand on travaille nos sujets de Noël, on réfléchit en amont parce qu'on sait que tout ce qu'on va faire dans le numéro de Noël va être présenté au salon Création et Savoir-faire. D'accord. Donc en fait, on a une attention sur tous nos numéros, sur nos créations, mais c'est vrai qu'on réfléchit toujours autour du numéro de Noël, de se dire mais comment doit être ce numéro de Noël pour qu'il puisse vivre en 3D sur le salon. Ouais. Ça veut dire, et c'est là où justement on va se dire c'est très important qu'on ait des belles pièces, d'où le sujet par exemple meuble en carton là qui est spectaculaire dans le numéro de Noël. On n'oublie jamais la broderie parce qu'on sait que c'est un rendez-vous pour les brodeuses. Donc en fait,
assez vite, dans notre emploi du temps, voilà, ça dort assez peu de temps. Et puis très vite, en janvier, février, et puis jusqu'à l'été, en fait, on produit notre numéro de Noël. Et quand on produit ce numéro de Noël, on a création et savoir-faire en tête, à chaque fois. D'accord. Après, on a aussi, en amont, on fait depuis des années, je sais pas, j'ai envie de dire 10 ans, facilement, peut-être 15 ans maintenant, on a un sac collector qui est offert avec l'offre d'abonnement que j'imagine, avec souvent mon directeur de rédaction et avec les équipes créatives de Marie-Claire Idé. Et en fait, ce sac collector, on le réfléchit au printemps et on le rend au mois de mai. C'est-à-dire que là, le sac collector qui est magnifique cette année, il a été imaginé au mois de mai et la créa a été rendue en juin. Donc, on savait déjà au mois de juin quel allait être le sac collector. Donc, en fait, on a plein de petits éléments comme ça qui sont on a la construction du magazine ou parce qu'on sait que tout va exister en 3D. On sait aussi que dès qu'une fille fait un sujet de Noël, que ce soit en février, au printemps ou moi cet été, par exemple au mois d'août, tous les sujets sont shootés, tout est renvoyé à la rédaction et il y a marqué en énorme à garder pour création et savoir-faire. D'accord. Parce que tout est stocké dans une réserve au groupe Marie-Claire, parce qu'on sait que tous ces objets vont devoir après prendre vie et être scénographiés. D'accord. Donc, il y a le sac collector. Après, les choses se réveillent. Tout ça, c'est plein de petites choses, des petits fils en parallèle. Et puis, on a souvent une réunion, je pense, c'est fin septembre, avec les créateurs, avec les organisateurs du salon, Vanessa, Cécile, toutes les équipes, l'équipe de com. Là, il y a des partenariats parce qu'on a beaucoup d'échanges de visibilité. Oui. Donc, c'est des accords très techniques sur combien vous visez de visiteurs, où en est la billetterie, qu'est-ce que vous avez prévu comme atelier. Et puis, on redit un peu à chaque fois nos conseils pour le salon dont on fait part aux organisateurs. Donc, ça, c'est fin septembre. Et puis, nous, on commence à travailler sur le salon, pareil, fin septembre. C'est-à-dire qu'on se voit en interne, la rédaction se réunit et on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir vraiment mettre en valeur? Est-ce qu'on montre tout? Est-ce que ça, on montre un peu? Est-ce qu'on a bien tout à la réserve? Qu'est-ce qu'on fait comme couleur de stand? Voilà. Après, il y a aussi une autre partie qui est menée un peu en amont. Ça, qui est menée déjà au printemps, qui est que on a toujours sur le salon et sur le stand Marie-Claire Idé des ateliers. Oui. Tout le temps, tous les jours, avec toujours, c'est une somme, c'est des ateliers qui coûtent, ils sont monnayés, mais uniquement pour une histoire de ghosting. C'est-à-dire qu'on sait que si les gens payent pas un tout petit peu, ils viennent pas. Donc, c'est vraiment, mais c'est des sommes symboliques. Donc, ça, c'est aussi une grosse organisation parce qu'on fait des ateliers du mercredi au dimanche. Oui. Voilà. Donc, c'est quand même, ça se monte pas au mois de septembre. Donc, c'est des choses qui sont menées au printemps. Oui. Et affinées en septembre. Validé définitivement généralement fin septembre-octobre. Donc tout ça, c'est plein de gens qui travaillent en parallèle. D'accord. Voilà. Après, les vraies réunions concrètes pour qu'est-ce qu'on choisit comme couleur de mur, qu'est-ce qu'on choisit comme couleur de moquette, comment on va mettre tout ça en scène, c'est octobre. D'accord. Et donc là, vous êtes fin prêt? Là, on est fin prêt, en vrai. C'est-à-dire qu'on a aussi plein de partenaires, en Bien fait, sûr. quand on fait ce salon, quand on fait notre stand sur le salon, parce que c'est vrai que le stand Marie-Claire Idé, c'est souvent, ou voire peut-être tout le temps, le plus beau stand, ou en tout cas un des stands les plus inspirants du salon, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits acteurs donc, qui n'ont pas les moyens de faire des grands décors. Nous, c'est vrai que c'est comme si on rentrait dans les pages du magazine. Oui. Donc, c'est vrai que c'est une grande source d'inspiration et c'est un rendez-vous pour nous, en fait, qui est très touchant pour nous. D'abord parce que c'est toujours la rédaction qui est présente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôtesse. Hein. Il n'y a pas des filles qui n'y connaissent rien, qui sont là pour rencontrer les lectrices. Moi, j'ai rien contre les hôtesses, mais c'est vrai que c'est toujours des gens de la rédaction qui sont sur place. Moi, je suis présente pratiquement tous les jours. Et c'est les vraies créations du journal, ce qui permet aussi de voir, si vous voulez, que c'est pas du petit bricolage, quoi. Ça permet de voir la qualité des créations proposées, ça permet de pouvoir, et d'ailleurs la plupart de nos lectrices viennent et font des photos, des détails pour comprendre comment mieux broder. Ah, j'ai vu ça, mais je savais pas exactement comment c'était fait. Donc voilà, donc c'est pour voir et toucher pour de vrai les pages d'un magazine, quoi.
Et le lien en fait aussi entre l'équipe et vraiment ce que vous proposez toute l'année sur papier glacé, là ça prend vie en vrai avec un vrai contact avec vos lectrices. C'est vraiment comme si, d'ailleurs souvent on construit le stand comme ça, on a les grandes tirages de couverture qui sont à l'extérieur du stand et on rentre dans le Marie-Claire Idée où on retrouve les objets du magazine Vivre et c'est comme si on rentrait dans un livre en fait, c'est comme si on rentrait dans un magazine. Et donc ça vous le construisez avec des gens qui font de la scénographie? En fait non, on construit ça avec nos équipes internes, Ouais. on dessine tout. On sait exactement où ça prend place. Et après, les organisateurs du salon, on leur dit, voilà, il faut peindre comme ça, il faut nous mettre la moquette-ci. Et après, on met en place avec des filles de l'équipe, avec nos assistantes, avec nos stylistes et avec un scénographe qui, évidemment, fait le job de tout regrouper, quoi. Mais on est sur place avec Michel Stéphanie, le directeur de la rédaction. La veille, on y va, on affine les détails. Parfois, au dernier moment, on va acheter des bouquets d'oliviers, voilà. D'accord. Et alors cette année, quelle est la thématique peut-être du magazine et du salon donc? Alors nous, on n'a jamais d'autres thématiques au numéro de Noël que d'être Noël. Simple, efficace. Et c'est vrai que en fait souvent on nous pose la question, on dit mais quelles vont être les tendances et tout ça. Moi je crois personnellement et je le vois avec les autres marques, c'est-à-dire que en fait Noël c'est un moment unique dans l'année. C'est un moment particulier parce qu'en fait, qu'on soit méga branché ou qu'on soit ultra classique, qu'on soit croyant, qu'on ne le soit pas, de toute façon, on a envie d'un moment de tradition. C'est-à-dire que même la plus, voilà, je sais pas, ma fille qui a 18 ans et qui rêve de faire des rêves parties à Berlin, elle a envie le soir de Noël qu'il y ait un sapin et qu'il y ait du rouge et du vert. Non, mais c'est la vérité pour tout le monde. C'est-à-dire que on a toujours besoin d'un seul coup de ce... Parce que Noël, c'est toujours le Noël de notre enfance, en vrai. Oui. Donc, voilà, et on va dire que dans la plupart des familles, il y a un sapin, il y a l'émerveillement des cadeaux, il y a cette impatience à ouvrir le cadeau, il y a ces lueurs de bougies, c'est quand même un ADN commun, cette espèce de petite excitation et de petite magie ou grande magie de Noël, et on a toujours envie de la retrouver. Donc nous, notre thématique, c'est toujours faire rêver encore plus que jamais, quoi. Super. Et donc, est-ce qu'il y a... comment vous avez construit cette année? Quelles sont les thématiques que vous avez développées autour de cette thématique, la magie de Noël? Ben, on a décidé, en fait, on crée le salon, en fait, on crée notre stand avec ce qu'il y a de plus fort dans le magazine, parce qu'on a 160 pages, dont les 2 tiers de création, donc on peut pas tout montrer. Donc on choisit ce qu'on va montrer et après on raconte des histoires. C'est-à-dire que c'est pas comment vous expliquer? Quand vous venez sur le stand Marie-Claire Idée, vous avez pas, vous retrouvez une serviette, vous retrouvez une nappe, vous retrouvez un vase fabriqué, mais tout est remis en scène. C'est-à-dire que là, il y a un sujet guéridon en carton, il va être comme un vrai guéridon avec un vase dessus, une assiette. En fait, on crée des mini-histoires comme si on était dans une maison et que la personne venait de partir. Donc, s'il y a une tasse de thé, il va y avoir du thé dedans avec à côté un petit sucre et une cuillère posée, un morceau de gâteau qui aura été croqué. On est toujours comme si on était... Comme dans nos images, en fait, on fabrique des images dans Marie-Claire Idée, vous avez l'impression que ça existe, rien n'existe, on crée la photo, on crée l'image, on découpe le bout de gâteau, on pose la tasse, on met un bout de tissu, comme si c'était pour de vrai. C'est la même chose sur le stand. Donc en fait, il y a la réflexion sur comment on va faire vivre tous ces objets en vrai, comment on va les faire vivre entre eux, c'est-à-dire qu'on est obligé de mélanger les sujets, donc on va faire vivre le guéridon doré avec le sujet baie rebrodé, avec un sujet papier rebrodé alors. Comment on va faire vivre ça et comment on va raconter une histoire? Donc j'imagine, là je suis pas passée, mais je suis persuadée qu'on va retrouver les décorations de Noël suspendues à des vraies branches de sapin. Bien sûr. Voilà, donc en fait quand vous rentrez sur le stand, c'est des dizaines de petites histoires qui vous sont racontées. Donc prendre attention à chaque détail. Oui, c'est ça, vraiment, hein. Et c'est la force du salon. Vous allez avoir des étagères avec des livres posés dessus. Et dans ces livres posés, il y aura, ou au-dessus sur l'étagère, il y aura un objet qui est dans le journal. C'est comme des mini-scénettes, des mini-compositions, des dioramas, voilà. C'est des dioramas, petits ou grands.
Super. Et sur les ateliers, qu'est-ce que vous avez comme thématique cette année? Est-ce que c'est toujours à peu près la même chose ou est-ce que vous suivez un petit peu Non, les tendances créatives pour... à chaque fois, on a des partenaires. Donc là, je sais j'avais rencontré une équipe géniale qui est l'équipe de Kit École. Donc je sais qu'il va y avoir plein de montages en carton, de Tour Eiffel avec justement des ateliers maman-enfant pour le dimanche un peu plus famille. Après, on a toujours, parce que nous, notre idée, c'est que pour que les gens lisent Marie-Claire Idé, il faut qu'ils soient initiés. Si vous achetez un magazine où il y a de la broderie, il faut vous intéresser à la broderie. Si vous achetez un magazine où il y a du tricot, il faut vous intéresser au tricot. Il faut en avoir les bases et pareil sur le bricolage. Donc en fait, on a toujours des ateliers d'initiation de tissage, de broderie, de tricot, et je crois que cette année, j'ai pas regardé malheureusement, mais je crois qu'on a à peu près 4 techniques sur les jours de salon. Super, 4 techniques à découvrir. Et alors les gens qui viennent faire ces initiations, c'est des partenaires que vous rencontrez, que vous proposez sur le salon? Ouais, exactement. En fait, on a des partenaires qui viennent. Parfois, c'est animé avec des créateurs de Marie-Claire Idé. On a parfois monté des OP comme ça. Cette année, on est avec des partenaires. Donc, c'est des partenaires qui viennent, avec qui on travaille depuis longtemps ou qui viennent nous rencontrer. On a un ADN commun et à qui on offre notre espace atelier pour leur faire bénéficier de la communauté Marie-Claire Idé et nous bénéficier d'un savoir-faire. Parce que nous, notre métier, c'est de fabriquer un journal. C'est un vrai métier. C'est pas malheureusement, j'adorais, mais c'est pas mon métier d'apprendre le tricot, par exemple. Donc, je ne peux pas partager ça avec ma communauté. Et donc, Marie-Claire Idé, comment est-ce que tu décrirais Marie-Claire Idé aux gens qui n'auraient jamais ouvert un Marie-Claire Idé? Alors, moi, je suis fan de journal. D'abord parce que, en fait, j'ai l'émerveillement de quand je l'ai découvert. C'est-à-dire que moi, alors les gens qui me connaissent pas et ceux qui me connaissent le savent, moi, je suis anti-consommation. Ouais. C'est-à-dire que je déteste le gâchis. Et c'est vrai que je suis dans un magazine qui porte mes valeurs, ce qui est très important pour moi parce que sinon, je pourrais pas y travailler. Ouais. Et en fait, ce que je trouve merveilleux dans ce magazine, c'est que c'est le seul magazine au monde que vous achetez et qui vous dit que rien n'est à vendre. C'est merveilleux pour moi. Ouais. Parce que vous achetez un magazine de mode, on vous donne plein de fringues, tout est acheté. Vous achetez un magazine de déco, on vous donne plein d'objets de déco, mais tout est acheté. Nous, on vous donne plein de choses et tout est à faire. Donc, en fait, c'est un ADN totalement à l'opposé de tout le système capitaliste. Et je pense que c'est un ADN plus capital que jamais. Ça l'a toujours été, mais ça prend une importance incroyable, quoi. Bah oui. C'est-à-dire, je veux dire, voilà, moi j'ai des enfants, je me dis, mais quelle planète je leur laisse? Je suis catastrophée. Le seul truc que je me dis, je fais un magazine qui dit aux gens de fabriquer, en fait. Et je pense que si un jour les gens vraiment fabriquent leurs fringues, si un jour les gens comprennent qu'ils peuvent être acteurs de leur déco, si un jour les gens comprennent qu'ils n'ont pas obligé, voilà, comme dit Souchon, d'acheter full sentimental, voilà, on nous vend de l'idéal. Non, mais en fait, ce jour-là, il y aura un vrai pari gagné, quoi. Ouais. Donc, ce que j'ai envie de dire aux gens qui connaissent pas Marie-Claire Idé, c'est de dire que, d'abord, que la beauté est partout, elle est accessible à tous. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir spécialement beaucoup d'argent pour mettre de la poésie chez soi. Ensuite, qu'on peut très facilement se réapproprier les savoir-faire, qu'on peut très vite devenir acteur de sa consommation, que c'est assez facile de sortir et de faire ses cosmétiques, de faire ses produits d'entretien, de faire ses fringues, de faire sa déco, de réparer ce qui est cassé. Voilà, mais ça, c'est mes valeurs, par exemple. Ouais. C'est des valeurs que je porte personnellement très fortes et c'est le seul magazine qui porte, mais de manière, c'est comme un squelette, en fait, c'est invisible. On n'affiche pas sur Marie-Claire Idé nos valeurs en énorme sur la couve, mais c'est les valeurs du magazine. Oui. Et qu'est-ce que j'aurais envie de dire? J'aurais envie de dire aussi aux gens qui ne nous achètent pas, parce que la plupart des gens vont vous dire ah oui, mais moi, tu sais, je suis pas créative, mais moi, je sais rien faire de mes 10 doigts. Mais moi, un grand classique. Non, mais on est élevé comme ça, Bien en fait. sûr. On est élevé dans des écoles où il n'y a plus de NT, on est élevé dans des écoles où on pense, où on nous fait croire qu'il y a le cerveau d'un côté, les mains de l'autre et que ça va pas ensemble. Et c'est une catastrophe, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est une catastrophe. Et qu'il y a plein de pays, par exemple nordiques, où l'apprentissage manuel est beaucoup plus mis à l'honneur. D'abord, l'apprentissage manuel développe le cerveau, c'est-à-dire que les gens qui apprennent la broderie développent le cerveau de la même manière que les musiciens. Et nous, on a
complètement, on est dans une société où on a complètement démantelé ça. Tout à fait. De telle manière, moi j'ai des copines qui ont des enfants qui se mettent à faire de la création et tout ça, et qui sont catastrophes. Mais j'ai une copine énarque qui m'appelle en catastrophe parce qu'elle doit faire un truc, un décor pour Noël et qu'elle sait pas faire. Elle est énarque. Et elle m'appelle parce qu'elle est catastrophée. Elle me dit, qu'est-ce que t'en penses? Je suis nulle, je sais rien faire, j'ai jamais appris à l'école. Mais quelle misère, quoi. Donc c'est vrai que, voilà, je dis aussi, et c'est pour tous ces gens-là qui sont persuadés qu'ils savent rien faire de leurs mains, et ils sont très nombreux, de leur dire, d'abord, il y a 40% de nos lectrices qui ne font rien, qui achètent le magazine pour la beauté, rêver. C'est 40% pour le plaisir. C'est incroyable. En fait, parce que c'est une évasion, c'est une bulle, et qu'à travers le Marie-Claire Idée, il y a beaucoup de choses, entre guillemets, difficiles à faire. Et il y a beaucoup de choses à la portée de tous, c'est-à-dire c'est du stylisme, c'est du détournement, c'est prendre des verres anciens pour les transformer en vases, c'est prendre du papier à musique pour faire des paquets cadeaux. C'est des idées à la portée de tous. Bien sûr. Donc c'est vrai que c'est aussi un magazine qui a deux vitesses, c'est-à-dire que c'est un magazine de création pure, avec des idées de création, et c'est aussi vraiment un magazine d'inspiration pour les gens qui ne sont pas manuels. Ou qui pensent qu'ils ne sont pas manuels. Ou qui pensent qu'ils ne sont pas manuels et qui ont été terrorisés par le fait qu'ils n'étaient pas manuels, qu'ils n'étaient pas artistes, qui ont été traumatisés par des profs de dessin qui leur disaient qu'ils étaient nuls. Alors que la création, c'est pas forcément savoir dessiner. Non. Et puis dessiner, voilà, ça s'apprend. On a des cours de musique avec de la flûte infernale et des cours de dessin, alors qu'il y a 1 milliard de manières d'être créatif. Ouais. Et ça fait combien de temps que le magazine Marie-Claire Idée existe? Oh là là, alors je crois qu'on doit être, j'ai pas révisé mes fiches, je pense qu'on doit être à 32 ans, 33 ans. D'accord. Je pense. Non, c'est une énorme carrière, quoi. En fait, Santidé qui a existé, qui est l'ancêtre de Marie-Claire Idée, et Santidé a disparu, il y a eu un petit creux, et Marie-Claire Idée est ressortie. Moi, je suis rentrée au Marie-Claire Idée, j'avais 21 ans. Le magazine devait avoir 2 ans déjà derrière lui. Et c'était il y a 30 ans. Voilà. Donc je pense que c'est 32-33 ans. Et comment est-ce que tu vois l'évolution aujourd'hui du Marie-Claire Idée avec la société dans laquelle on est? Alors, nous, on a un énorme souci. On est dans une mer de vent contraire. C'est-à-dire que on a des vents qui nous portent parce que, c'est-à-dire que moi, quand je disais que je faisais du DIY il y a 20 ans ou il y a 15 ans, les gens ricanaient, quoi. Ouais. Aujourd'hui, quand les copines entre elles se disent, elles brodent, les filles de 25 ans, elles brodent, elles font des ateliers broderie. On est passé de l'ère de la consommation quand même à l'ère de l'expérience. Et le fait de se réapproprier d'un seul coup, d'aller peindre une tasse à la papoterie ou d'aller broder avec quand Claire avait sa boutique 16 et tout, tous les ateliers, moi je suis quand même journaliste, en fait, tous les lancements aujourd'hui se font avec des ateliers DIY. Ouais. Alors, vous allez à un vernissage de la Redoute, vous faites du DIY. Et là, après-demain, je vais à plein de présentations de presse. Sur une présentation de presse sur 3, il y a du DIY, un atelier. Les grandes marques créent de l'expérience et Dior fait des ateliers DIY. Je le sais aussi puisque j'ai une marque et que je fais des ateliers pour le luxe. Donc, si vous voulez, il y a ce vent qui nous porte, qui est merveilleux, qui va dans notre sens. Et puis après, on a un énorme vent contraire qui est très douloureux pour nous, c'est que les gens n'achètent plus la presse. Oui. Ça, c'est vrai. Les gens achètent Marie-Claire Idée. Ça, c'est sûr. Mais comme les maisons de la presse ferment, les gens ont du mal à nous trouver. Oui. Donc, c'est qu'on on est malheureusement tributaire de ces points de presse qui ferment parce que c'est vrai que les gens n'achètent plus la presse et que on n'a pas non plus les moyens. On est une petite économie. Les gens nous disent groupe Marie-Claire, c'est merveilleux. Mais on est quand même une petite coquille de noix au bord d'un énorme bateau amiral qui est Marie-Claire. D'accord. On est un peu les patrons du groupe Marie-Claire. Ouais. C'est vraiment comme ça. On nous apprécie beaucoup, mais on est les sales patrons du groupe Marie-Claire, quoi. D'ailleurs, c'est pas faux, mais on n'obéit pas, on n'a pas la logique et les équipes d'un Marie-Claire, on n'a pas les équipes et la logistique d'un Marie-Claire maison. Donc c'est vrai qu'on est un peu les parents pauvres du groupe Marie-Claire.
Et ce qu'il faudrait, c'est des campagnes de recrutement abonnement, parce que là, en vrai, on peut court-circuiter le circuit de ces relais de presse qui ferment, mais on n'a pas ça. Donc, c'est vrai qu'en fait, moi, je dis toujours sur Instagram et je dis toujours aux gens qui nous lisent, ah oui, ben, je vous ai acheté, je vous achète plus. En fait, je dis toujours, mais achetez-nous. On est tellement fragile. On est vraiment, en fait, les gens pensent que comme ça fait 32 ans qu'on est là, on sera toujours là. Eh ben non, en fait, c'est pas vrai. Oui. C'est à la fois très grand et tout petit. Et en vrai, c'est vrai que tous ces relais de presse qui ferment, pour nous, c'est difficile parce qu'on n'a pas de moyens de recruter. Donc, c'est pour ça qu'on fait des grandes OP avec Cultura, justement, qui nous met en valeur dans les magasins, qu'on fait des OP avec Rougier, qui est partenaire. En fait, on a besoin de partenaires pour être visible. Et dans le salon, c'est l'occasion de vous proposer justement les abonnements ou la vente du magazine? Il y a quelque chose là-dessus? Exactement. En fait, pour nous, d'ailleurs, les gens nous disent souvent, mais je comprends pas pourquoi vous prenez un stand comme ça, vous n'avez rien à vendre. Bah, c'est vrai. Enfin, je veux dire, les gens, vous êtes la petite épicerie, vous êtes là, vous vendez je sais pas combien de kits par jour, vous faites du chiffre d'affaires. Enfin, je veux dire, parce que les gens viennent avec un panier moyen quand même assez élevé d'achat parce que c'est leur rendez-vous de l'année, seul ou entre copines et tout ça. On voit. Nous, on dit, bah, nous, on vend rien à part un abo. À 30 €, donc c'est quand même vraiment pour recevoir le Marie-Claire Idée et tout ça. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est un rendez-vous très important parce que d'abord, il nous permet de retrouver notre communauté pour de vrai. Voilà, donc les gens aussi viennent nous raconter ce qu'ils aiment pas. Je me souviens très bien, il y a 5-6 ans, on avait changé la maquette. Les gens venaient en disant, on s'est désabonnés. On leur dit, mais je vous promets, on vous a entendu, on va changer la maquette. Faites confiance. Revenez dans un an, vous nous direz. Ils sont revenus un an après. Ils ont dit, mais oui, vous avez eu raison. On a adoré. Donc voilà. Donc c'est vraiment un thermomètre pour nous de satisfaction de nos lecteurs. Et après, c'est pour nous, en effet, un vrai rendez-vous abonnement qui n'est pas anecdotique. Non. Et qui, en fait, en vrai, est de plus important, je vous dis, par rapport à cette baisse en kiosque. Oui, pour essayer de trouver un nouveau moyen de se diffuser. Voilà, enfin un nouveau malheureusement non, parce que moi j'ai démarré au journal à 21 ans, je pense que j'ai fait le premier salon création et savoir-faire qui s'appelait pas comme ça. Je l'ai démarré, je devais avoir 23 ans, donc ça fait pratiquement 30 ans qu'on est partenaire des salons DIY, donc c'est pas un nouveau rendez-vous, mais on va dire que c'est un peu un rendez-vous incontournable aujourd'hui et qu'on ne peut pas se passer de ce rendez-vous abonnement. Ouais. Et c'est pour ça on a des très belles offres, on a des primes, on a le sac collector. Mais après, ce que j'ai vraiment envie de dire aux gens, c'est l'achète pas, enfin achète-le pour le cadeau si tu veux, mais achète-le pour nous en fait. Parce que c'est, et je le dis toujours, et j'adorerais pouvoir le dire encore plus, mais c'est un micro-écosystème magnifique de gens qui fabriquent de choses, de créateurs, de brodeurs, d'artisans, de tous ces gens-là qui d'un seul coup peuvent être mis en lumière, qu'on paye. Oui. Mais il n'y a pas d'équivalent en fait. Il n'y a pas d'équivalent en France. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Alors oui, bien sûr, on a des magazines qui font bien leur job d'ailleurs, mais qui ne sont pas Marie-Claire Idée. Voilà. Il n'y a pas l'ADN de Marie-Claire Idée. Il n'y a pas entre guillemets ce goût des belles images, cette culture du beau DIY et du bel ouvrage qu'a Marie-Claire Idée, parce qu'en fait, c'est vrai que si on fait faire une broderie par une brodeuse et que ça lui prend 3 jours, bah voilà, c'est pas sur Instagram qu'on va trouver ça en fait. Ou c'est pas avec un support qui n'a pas notre entre guillemets notre notoriété qu'on va trouver ce genre de qualité. Ou par exemple, c'est pareil, c'est un autre exemple, Mathilde, mais en fait, les gens savent pas, la plupart des magazines rachètent des sujets à l'étranger, en banque d'images. Et nous, on rachète rien. On fabrique tout. Oui. Chaque photo du Marie-Claire Idée a été créée pour le Marie-Claire Idée, avec un photographe payé par Marie-Claire Idée, avec une créatrice payée par Marie-Claire Idée, avec une styliste payée par Marie-Claire Idée, avec une location payée par Marie-Claire Idée, avec des fleurs payées par Marie-Claire Idée. C'est monumental. On est d'ailleurs, c'est atroce, je crois qu'on est le magazine le plus cher du groupe Marie-Claire. C'est pour ça qu'on est les saltimbanques, parce que, on n'a pas la force de frappe du Marie-Claire et du Marie-Claire Maison, mais ils ne comprennent pas pourquoi on coûte cher. Ben oui, on fait pas de rachat d'images et on fait des shootings de meubles et on est obligé de transporter des armoires dans des
dans des camions pour aller le shooter dans des maisons paradisiaques, quoi. Bah oui, c'est pas un shooting de mode avec des fringues dans une valise. Et je trouve ça intéressant aujourd'hui, à l'heure où sur Instagram tout est transféré, tout est copié, tout est copié-collé. Je veux dire, justement, il y a les questions des banques d'images, il y a la question des rachats, il y a la question du partage. Et finalement, là, c'est donner de la valeur vraiment au temps passé et à présenter des choses originales et travaillées. C'est exactement ça. C'est aussi beaucoup, c'est tout ce. Enfin, moi, j'ai une passion, vraiment. Enfin, tous les gens qui me connaissent vous le diront, c'est que j'ai une vraie passion du fait main. Et en plus, je suis pas du tout snob. Et ça, c'est un truc très particulier chez moi, c'est que, en fait, je peux aussi bien aller voir une exposition d'Annette Messager ou de Laïla Chic, comment elle s'appelle? Non, Laïla Chic, je me souviens plus, je sais pas le prononcer. Mais en fait, des gens qui font comme ça de la broderie artistique et qu'on va trouver à la FIAC, en fait, ça me touche autant que le club de patchwork où là, j'étais à un salon de la laine dans un petit bled en Bourgogne. En fait, la création manuelle me touche tout le temps, qu'elle soit faite par la haute couture ou qu'elle soit faite par une petite mamie. Qui aura sûrement autant de savoir-faire. Hein. Oui, en fait, c'est que je suis toujours bouleversée par ces gens qui fabriquent des choses, qui leur donnent de la valeur en créant des choses avec leurs mains. Moi, je suis rentrée au Beaux-Arts avec un dossier comme ça. Je suis rentrée au Beaux-Arts à Paris, j'avais 22 ans, j'étais autodidacte, j'avais jamais dessiné de ma vie. Je suis rentrée au Beaux-Arts parce que je me suis enfermée à l'époque dans la grange de mon grand frère, qui était un artiste, et j'ai brodé et j'ai fabriqué des choses avec mes mains sans savoir ce que je faisais, et j'ai été prise tout de suite aux Beaux-Arts. Je suis rentrée comme ça. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose, et je ne suis pas, et j'étais pas un grand talent, mais il y a quelque chose toujours de très viscéral dans le fait de fabriquer des choses soi-même. Ouais. En poterie, en céramique, enfin poterie, céramique, c'est la même chose, pardon, mais en couture, en broderie, en collage. En fait, cet acte-là me touche toujours. Et surtout, peut-être parce que justement, moi qui étais très créative dans mon adolescence et qui ne savais pas dessiner, je me suis dit, mais t'es pas créative et t'es pas artiste parce que tu sais pas dessiner. Et puis, je crois que j'ai compris à travers Marie-Claire Idé, et ça a été la chance de ma vie, de rendre compte qu'en fait, on peut être extrêmement créatif, mais le médium ne va pas être ni la peinture, ni le dessin, ni l'aquarelle. Le médium peut être la couture, le médium peut être la broderie, et c'est tout ce courant-là d'ailleurs qu'on voit quand même arriver avec par exemple une fille comme Audrey Demar qui est ultra créative et qui fait de la broderie, ou comment elle s'appelle, Claire Rougerie qui fait aussi de la broderie contemporaine et tout ça. En fait, c'est une très grande manière d'être artiste. Et moi, je dis toujours, en fait, les créateurs, tous ces gens qui travaillent pour Marie-Claire Idé, c'est des artisans, c'est des artistes, c'est des créateurs. En fait, c'est surtout des gens qui ont de l'imaginaire et qui racontent des choses avec leurs mains. C'est ça, avec une forme de sincérité, c'est ça qui est le plus touchant souvent. Oui, je trouve qu'il y a une forme de sincérité. Et bien, avec ça, ça ne donne que envie d'aller découvrir votre salon et toute l'histoire qu'elle a racontée, et pourquoi pas s'abonner. Ah, ça, ce serait merveilleux, Mathilde. Si tu pouvais prêcher cette parole. Non, mais dis-le. Mais même dis-le à toi, dis-le. Pense quoi. Enfin, même moi, tu vois, je me dis, mais il y a des fois, je me dis, mais un jour, je crois que je ferai un post comme ça sur Instagram en disant, il a toujours été là, vous penserez qu'il sera toujours là, mais on a besoin de vous. Et si un jour il disparaît, vous nous direz, oh, mais on savait pas que c'était aussi compliqué. Eh ben si, en fait, c'est compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, moi, pour être aussi en travaillant avec le politique, avec plein de petites marques, essayent à leur façon de faire bouger des choses, c'est de se rendre compte à quel point il y a plein de boutiques, il y a plein de marques de vêtements un peu à côté indépendantes qui ont décidé de mettre en avant certaines valeurs. Et ben, il y a plein de petites boutiques comme ça qui se sont cassées la figure, et il y a aussi des grandes choses qui se sont cassées la figure ces dernières années, où on s'était toujours dit, ça restera, mais en fait non, en fait. Exactement. On est dans une énergie qui change. Exactement. On se dit c'est immuable, ça a toujours été là, ils n'ont pas besoin de nous. C'est pas vrai. Ouais. C'est fou, hein. Mais c'est pas vrai. C'est vrai, on s'accroche à cet immuable. Et c'est pour ça que je suis généralement pratiquement tout le temps là au salon. C'est pour ça que souvent quand j'ai l'occasion, grâce à toi par exemple, d'avoir des prises de parole, en fait je le fais parce que je me dis, il y a peut-être un jour, là, peut-être dans les gens qui vont t'écouter, quelqu'un qui va se dire, ah merde, je pensais pas, moi je l'achetais plus, je vais le racheter en fait.
Mais si j'ai réussi à faire ça sur une personne, pour moi, c'est merveilleux. Eh ben, objectif, on va essayer. Si ça vous donne envie de... Vous nous renverrez un message si ça vous a donné envie d'écouter Marie-Claire. En tout cas, on retrouve le stand de Marie-Claire Idé sur le salon dès la semaine prochaine, probablement avec toi, Camille, et toute ton équipe. Exact. Moi, j'ai dit mercredi, jeudi, vendredi, samedi après et dimanche démontage, je pense, pour aider un peu les équipes. Bon, bah presque tous les jours, quoi. Je crois. Bon, bah, au plaisir de se rencontrer et puis bah, au plaisir de découvrir. Ouais, merci beaucoup, Mathilde. Avec grand plaisir. Et puis, c'est adorable de ta part. Venez rencontrer l'équipe de Marie-Claire Idé sur le salon avec la belle histoire qu'elle a à nous raconter pour Noël, plonger dans ce Noël magique préparé par Marie-Claire. Merci beaucoup, Camille. Au revoir. Merci, Marie-Claire. C'est adorable. Ciao. Bonjour et bienvenue Vanessa. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes directrice du salon CSF qui a lieu la semaine prochaine. Merci Mathilde de m'accueillir. Oui, j'ai la chance de diriger Création et Savoir-faire, le grand salon, le plus grand salon en France sur toutes les activités du faire soi-même, qui se tient dans maintenant, J-7. C'est ça. On a une semaine. Ce podcast paraîtra à la fin de la semaine. Petit changement de programme, mais pour donner encore plus envie de venir. Vanessa, est-ce que vous pouvez nous définir le salon aujourd'hui? Quand les gens vont venir, qu'est-ce qu'ils vont voir? Déjà, c'est un salon qui est destiné à tous les passionnés de ce qu'on appelle le DIY, le faire soi-même. Dès qu'on on a envie de faire de ses 10 doigts, on vient à Création et Savoir-faire. On ne trouve pas de produit fini à Création et Savoir-faire. On trouve tout pour faire. C'est ça. Aussi bien les outils, la matière, les idées, les tendances. On a 3000 places d'atelier, donc on peut apprendre toutes les techniques possibles et imaginables. Et c'est un salon de la création et du savoir-faire, c'est-à-dire que oui, il y a l'aspect créatif, mais il y a aussi l'aspect manuel, qui est très, très important pour nous dans ce salon. Super. Et aujourd'hui, le salon, donc quand les visiteurs vont arriver mercredi, ils vont voir tout plein de jolies choses. Est-ce que vous pouvez nous définir les différents grands pôles qu'ils vont découvrir sur le salon? Les visiteurs, quand ils arrivent déjà, ils ont 250 exposants présents cette année. On a augmenté de 50 stands par rapport à l'année dernière, donc ça montre un réel engouement pour ces activités et beaucoup de nouveaux exposants. Donc ça, c'est très encourageant pour la suite. Donc ils vont découvrir une offre très complète sur toutes les activités autour du faire soi-même. On a également, ce dont je vous disais, on parlait, c'est le plus grand workshop d'Europe, j'ai envie de dire. Ouais. Avec 3000 places d'atelier, c'est une vraie fourmilière. On a 12 box qui sont les uns à côté des autres et on passe de la peinture à l'aiguille, à la couture, au tricot, au kintsugi, enfin plein d'activités très très différentes pour tout niveau. C'est pas que pour les experts ou les débutants, on a tous les niveaux pour tous les porte-monnaies. C'est un salon donc on peut acheter, on peut apprendre et on peut admirer. Et on a une allée de l'inspiration cette année avec 16 box autour d'un Noël un peu disruptif, un peu différent. Noël étant un thème très fort pour nous. Bien sûr. Fin novembre, début décembre. C'est la ligne droite qui suit, quoi. C'est très axé Noël, ouais. Donc l'allée de l'inspiration. On a monté 2 espaces qu'on appelle Expo Démo. Autour de la cuisine créative avec Chef Club et autour de brico, déco, DIY avec le monde de Jaya. Et puis on a une allée des artisans, on a un village Japon, on a une allée du scrap. Chaque secteur d'activité a un petit peu son petit plus. D'accord. Donc au gré des allées, on alterne stand de vente et puis espace d'animation, atelier, voilà. Et combien de personnes sont amenées à travailler pour que ce salon ait lieu? Dans l'équipe, je pense qu'il y a à peu près une dizaine de personnes qui travaillent sur le salon. C'est 1 an de travail, un salon. C'est même parfois un peu plus, mais c'est 1 an de travail. On se rend pas compte, On pense qu'en ouvrant la porte, oups, ça y est, c'est arrivé comme ça, mais non. Donc c'est 1 an de travail et on a des équipes aussi bien commerciales, communicantes, tout ce qui est digital, c'est un très gros poste pour nous, tout ce qui est logistique. Bien sûr. Parce que installer 250 stands et accueillir plus de 40 000 visiteurs, ça sous-entend une logistique assez importante. Puis on a toute une partie aussi, tout ce qui est, je dirais, comptabilité, gestion des clients, qui est aussi importante, et toutes les inscriptions ateliers. C'est un gros morceau aussi. Donc c'est une ruche, il y a plein de postes différents, et ça se joue en 5 jours. Très bien.
C'est ça qui fait que l'adrénaline monte. Là, je suis à 7 jours, j'ai l'air... Bon, tous les jours, on regarde les chiffres, on se dit, bon, alors, est-ce qu'il n'y a pas de grève? Est-ce qu'il y a, on touche du bois? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas de mauvais temps? Est-ce qu'on est tributaire de plein de choses? Mais en même temps, c'est ça aussi la magie d'organiser des salons. Moi, ça fait plus de 25 ans que je fais ça. Et quand tout d'un coup, les portes s'ouvrent, la magie opère. Ouais. Direct. Et donc, en termes de fréquentation, est-ce que la fréquentation a augmenté avec les années? Est-ce qu'il y a une fluctuation? Est-ce que 2020, le fameux 2020, ça a été plus, moins et comment ça se passe? Bah, c'est vrai que la fréquentation depuis avant Covid a baissé. Je vais pas vous dire l'inverse. Nous, nous, organisateurs de salons, on a beaucoup souffert du Covid. Hein. Nos salons se sont arrêtés quasiment pendant 2 ans. Donc là, on essaye de retrouver un niveau d'avant Covid, et ce qui est le cas. Donc je suis ravie parce qu'on est vraiment sur une progression du nombre de visiteurs, et surtout dans notre secteur du faire soi-même et du DIY, c'est un secteur qui a explosé pendant les confinements. Ouais. Donc on a tout d'un coup une nouvelle clientèle qui s'intéresse au faire soi-même, à la couture, au tricot, complètement renouvelée. Donc ça, c'est génial parce qu'on a des jeunes qui s'y mettent. C'est une transmission entre grands-parents et petits-enfants et grand-mère, petite-fille. Et le confinement y est pour beaucoup. Bien sûr. Donc on a eu 2 ans un peu, voilà, on remontait un peu la pente. Et là, cette édition-là, on retrouve les niveaux d'avant. Super. On est très heureux, mais c'est vrai que oui, vous avez raison. Le Covid pour les organisateurs d'événements, comme pour pas mal d'autres secteurs, ça a été très compliqué. Oui. Et justement, l'opposition entre organiser un salon, donc le présentiel et la problématique du Covid, sur un sujet qui a été hyper en vogue au moment du confinement, quoi. Ah oui. C'est vrai qu'on avait même des doutes. On se disait, mais est-ce que les gens vont vouloir se retrouver, même si c'est pour faire des choses ensemble et toucher? Est-ce qu'ils vont vouloir retourner dans un endroit? Et en fait, l'appel de la passion du DIY a été plus fort. Et ça a été encore plus... je dirais encore exponentiel, parce que par exemple le village créateur qu'on a monté il y a 2 ans après Covid, là on en est à plus de 35 créateurs et créatrices. On en avait 12 l'année dernière. Donc il y a vraiment quelque chose qui, voilà, les Japon pareil, ça a doublé. Donc voilà, je pense que ça y est, les 2 années sont passées et ça a suscité des vocations. Et il y a plein de petites boîtes qui se sont montées, plein de créateurs de contenu qui sont venus sur le secteur du DIY, et tant mieux. Tant mieux. Et cette allée des créateurs, ce petit coin des créateurs dont vous parliez, qui sont ces personnes en fait? Bah, le village des créateurs, c'est en fait un espace qui réunit des gens qui ont qui se lancent ou qui existent déjà, mais c'est vraiment pour des créateurs. C'est-à-dire que c'est un endroit où on va trouver des choses qui sont faites à la main. Donc sur tous les secteurs du salon. Et dans cet village créateur, on a également une partie kit only, que sur des kits, des gens qui ont créé des kits. Mais c'est essentiellement des créateurs, donc des toutes petites structures, donc nous on a une offre adaptée à ça, et du coup ça donne un côté, c'est comme les villages créateurs qu'on peut voir, les marchés de créateurs qu'on peut voir au moment de Noël, et ben nous c'est celui de création de savoir-faire. Mais c'est vrai que c'est des toutes petites entités, et ce qui nous fait super plaisir, c'est quand ça nous permet d'accompagner une création. C'est-à-dire qu'une créatrice qui démarre dans le village créateur, qui ensuite passe du côté stand avec un emplacement un peu plus grand et qu'on voit comme ça évoluer d'année en année, c'est super encourageant. C'est un peu à ça que ça sert, c'est un peu un incubateur, et puis après, on les accompagne pendant chaque année pour grandir au salon. Oui, bien sûr. Et est-ce que vous avez une thématique ou est-ce qu'il y a une orientation chaque année différente pour le salon, ou est-ce que c'est plutôt simplement, entre guillemets, sur le faire soi-même? Bah, de par la période, comme je vous disais, Noël, c'est un sujet inépuisable. On prépare Noël, on prépare les cadeaux de Noël, on va préparer la déco de Noël. Donc c'est vrai qu'on a du mal à sortir de ce thème-là, et tant mieux, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Donc oui, c'est plutôt ce thème-là. Après, il y a un thème qu'on voit aussi émerger, c'est tout le côté reuse, upcycling qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension de éco-responsabilité qui est inhérente au faire soi-même. Là, on l'a fait savoir. On la montre beaucoup plus. On a un pôle éthique. On va réutiliser on va redonner une deuxième vie à un meuble, ou on va réutiliser des vieux tissus pour créer une pièce, une nappe. Voilà, il y a ce côté réutilisation qui est très très fort, très très fort. On va réparer son pull.
Oui. Ça, c'est vraiment c'est génial parce qu'on a tous des pulls mités qu'on aime bien, ils ont des trous, on se dit mais comment je vais faire? On essaye de le réparer. Et là, on a des créatrices qui sont là, qui vont vous montrer comment justement d'un trou, on va mettre un point de broderie, un point d'araignée par exemple, hop, ça va faire un super accommodage. Voilà, réutiliser et rapiécer. Et redonner vie et réembellir. Et le Polétique, comment est-ce que vous le définiriez? C'est un groupement de pas que de créatrices, hein, aussi de gens qui proposent du tissu, c'est très textile, hein, du tissu teint à la main. Ça répond à certaines normes qui ont été déterminées avec le pôle. Ils ont créé une association d'ailleurs à ce sujet, de la laine teinte à la main, mais avec vraiment cette notion d'éco-responsabilité. On sait où c'est sourcé, on sait quels produits sont utilisés. Donc le politique, c'est vraiment la matière, hein, avant tout, la matière qui va être utilisée, qui est éthique. Et est-ce que vous sentez que les gens qui viennent visiter le salon cherchent justement à consommer moins mais mieux? Moins, je sais pas. C'est la colle. Parce que quand on voit la frénésie au salon et ce que ça suscite, je dirais pas moins. Mieux, comme je vous dis, pour moi, c'est très lié à ces activités-là. À partir du moment où on est dans ce mode de je veux faire moi-même, il y a ce côté je veux mieux consommer. Bien sûr. C'est sûr. Mais c'est vrai que comme on est le seul salon à proposer une offre aussi large comme ça pendant l'année, les visiteurs viennent un peu faire leur plein. L'offre DIY ailleurs en France, il y a pas beaucoup de choses, il y a pas tant de choses que ça. Là, c'est le seul moment dans l'année où on va réunir tout le monde du DIY et avoir une offre la plus large possible. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion, je fais mon plein pour l'année. Oui. Et d'ailleurs, c'est fou parce que avec toutes nos études, les études qu'on a menées auprès de nos visiteurs et puis notre fichier, 25% du budget alloué au DIY à l'année se fait au salon, hein, se dépense au salon. C'est énorme. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens vont anticiper, ils vont faire les économies avant, et ils vont les dépenser à ce moment-là. Ouais, exactement. Et le poignet moyen, c'est des choses que vous évaluez? Ça évolue comment? C'est stable, voire en augmentation. Hein. D'accord. Donc on est aux alentours de 100, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 137 € l'année dernière. J'aime bien la précision de ces chiffres. Oui, mais c'est important mais c'est vrai. pour nous parce que bien sûr. C'est important et puis c'est important pour les exposants aussi. Quand un exposant qui n'est jamais venu au salon n'a aucune indication, il n'existe pas de fédération, il n'existe pas d'association autour du DIY. Les seuls chiffres qui va alors vaguement leur indiquer une tendance chiffrée, c'est nous. Bien sûr. Et donc quand on leur dit qu'un visiteur dépense en moyenne 140 €, ça donne une bonne indication de comment ils peuvent organiser leur stand, quelle surface ils doivent prendre, quel nombre de produits, etc. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on demande à nos visiteurs. Et sur les commerçants, vous retrouvez souvent les mêmes, les exposants, ou est-ce qu'il y a un certain turnover et il y en a qui, parce que c'est quand même un certain coût pour des petites entreprises parfois, de venir par exemple tous les 2 ans, tous les 3 ans, comment ça se passe? Oui, on a un noyau d'ultra fidèles qui reviennent chaque année parce que comme vous dites, c'est des entreprises à taille suffisamment importante pour pouvoir et puis c'est leur salon, ils sont là depuis toujours, voilà. Mais depuis 3 ans là, on a un turnover qu'on n'avait pas avant. Mm-hmm. Et vous avez complètement raison. Il y en a certains qui disent moi je viendrai une fois tous les 2 ans, ou je vais tester des petits salons en région et puis je reviendrai sur Paris une fois que j'aurai fait cette tournée-là. C'est des choix un peu différents d'investissement. Mais ce qui est super, c'est que ça permet vraiment un turnover qu'on n'avait pas avant. Hein. On a une centaine de nouveaux exposants cette année, comme l'année dernière. Bon après on en a plus, le volume augmente aussi. Hein. Oui. Donc, et la population qui vient vous voir, est-ce que c'est qui en fait qui se déplace? On a 60% Paris, Île-de-France, et 40% de région. Donc c'est vraiment, comme je vous le disais, ça, on vient de toute la France. Ouais. On vient de toute la France, c'est des gens qui se déplacent en train, qui viennent pour la journée. En général, la durée de visite, c'est minimum 5 heures. Parce que quand on vient d'un peu loin, on a forcément un atelier, on se retrouve avec des amis. Voilà, c'est une journée qui est organisée. Parfois même, après le salon, on va visiter des boutiques dans Paris qu'on avait prévu de voir. Donc on en profite. Souvent les visiteurs en profitent pour faire comme un DIY tour de Paris, je dirais, et vont dans les boutiques. C'est vrai que les boutiques qui exposent à Paris, elles n'ont pas toute l'offre, donc elles vont renvoyer, allez voir ma boutique de telle rue, et là vous trouverez toute la gamme, voilà. Donc c'est vrai que c'est pour ces fidèles-là et ces passionnés-là, c'est un moment, 100% DIY et profitent de leur visite à Paris. Et alors on est sur quels âges?
On est sur une moyenne d'âge entre 45-50 ans. Mais qui se rajeunit de plus en plus. C'était vraiment là pour le coup, l'âge baisse un petit peu chaque année. Or qu'on était plutôt sur du senior, avant Covid, c'était des gens qui avaient le temps, qui avaient l'argent, les moyens, parce que c'est finalement quand on dépense pour acheter de la laine, pour acheter du matériel et tout, Bien sûr. C'est un loisir, ça reste un loisir. Et là, de plus en plus, il y a des activités qui s'adressent plus à des plus jeunes, les enfants s'y mettent avec leurs parents. Enfin, on a vraiment une notion de transmission qu'on avait moins avant. Et puis encore une fois, je pense que le confinement a dû aider. C'est beaucoup plus démocratisé, c'est-à-dire le côté je fais moi-même, c'est pas on vous regarde pas de travers en disant ah oui c'est bizarre, ah bon tu fais toi-même, non quand même. Là je trouve qu'il y a vraiment c'est rentré dans tous les foyers. Oui, beaucoup plus. Et vous allez mettre l'accent sur une journée famille le dimanche. Ouais. Qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce que vous avez eu envie de faire avec cette journée-là? C'est le moment, finalement, c'est pas le mercredi où les parents viennent avec leurs enfants, le mercredi c'est encore pour eux. Et c'est le dimanche. Et donc on a un tarif préférentiel quand on vient en famille. Ouais. Et sur l'allée centrale, elle se transforme en énorme atelier pour les enfants, par les enfants. Il y a même des distributions de bonbons et tout plein d'exposants jouent le jeu. C'est-à-dire que tous les exposants qui s'adressent à des enfants vont mettre en place des ateliers, des démonstrations, des photocalls. Enfin, on va pouvoir vraiment essayer plein de choses gratuitement, rassemblées dans l'allée centrale du salon. D'accord. Et la liste des exposants qui jouent le jeu, en fait, on a une nocturne le jeudi soir et puis cette journée famille qui sont 2 temps forts au niveau rythme du salon. Et sur le site internet, il y a vraiment tous les exposants qui vont jouer le jeu et qui vont proposer des animations autour de et la journée famille du dimanche et la nocturne du jeudi. D'accord. Et la nocturne du jeudi, elle s'adresse plus à qui? C'est un format ce qu'on appelle after work. Donc c'est plus pour les gens qui sont une population plus active. On a une soirée créateur de contenu. On aura du champagne. Enfin voilà, on est plus sur un mode festif, DIY et champagne pour des femmes plutôt actives. Ouais. Qui n'ont pas forcément le temps ni l'occasion de venir le week-end et qui viennent au salon le jeudi soir. Et il y a des activités en particulier à ce moment-là? Alors c'est le même principe que la journée de famille, on transforme en atelier géant cette grande allée centrale de 8 mètres et on va pouvoir en effet soit tester, soit apprendre plein de techniques rassemblées devant chaque secteur. Donc ça va être filet aiguille pour la partie filet aiguille, beaux-arts pour la partie beaux-arts, et maison créative et déco pour la partie maison créative et déco. Et les ateliers s'enchaîneront comme ça pendant il y a un défilé de mode, enfin il y a plein de choses qui se passent. C'est vraiment événementialisé cette soirée. Très bien. Donc si vous êtes dans le coin et que vous allez vous faire une petite sortie le jeudi soir, c'est l'endroit, the place to be. Et c'est le meilleur horaire, je dirais. À partir de 17h, la journée, les gens qui sont arrivés le matin se rentrent chez eux et 17h, c'est beaucoup plus, c'est un moment un peu plus calme et on peut en profiter pour prendre le temps. Il y aura des signatures de livres. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'événements dans le salon qui seront à la disposition des visiteurs. Et aujourd'hui, le salon 2023 est tourné vers l'avenir. Vous l'envisagez comment? Le salon 2020, en fait, ce qui est notre objectif pour 2024, c'est justement cette ouverture sur encore plus de faire soi-même et donc ça s'ouvre aussi beaucoup plus au bricolage, plus à la cuisine, plus au jardin. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que tous les gens qui font eux-mêmes, ils font au moins, on leur a demandé 4 à 5 activités. Et c'est vrai que l'idée, c'est d'ouvrir encore plus cette notion de faire soi-même, plus à l'artisanat. Oui. Donc ça, c'est notre petite wish list pour 2024. Petite, vite fait. Oui. Grand. Oui, c'est un gros bloc à travailler. Et il y a AEF qui aura pas lieu. Comment ça se passe je sais pas si c'est quelque chose que vous vouliez parler comme ça. Si, tout à fait. On l'a déjà annoncé, mais c'est vrai qu'on l'a pas encore fait de façon très très officielle parce que c'est dans 1 an et demi. Mais Aiguille en fait rejoint Création et Savoir-faire en novembre 2024. Et justement pour apporter et faire un événement référencé, un seul, à Paris. Et on retrouvera les expositions d'art textile d'Aiguille en fait, les masterclass d'Aiguille en fait, le speed knitting, tout ce qui fait vraiment l'ADN de l'Aiguille en fait, en même temps Création et Savoir-faire.
ça faisait assez sens au vu des 2 dernières années qu'on a passées. Et c'est une période en fait qui était beaucoup plus plébiscitée et par nos visiteurs et par nos exposants. Donc on a pris cette décision-là et moi je m'en réjouis parce que ça va nous permettre de vraiment concentrer tous nos efforts sur un événement et en faire une référence vraiment. Oui, donc c'était vraiment un choix logique, stratégique en termes de plein de... Voilà, c'était un choix logique et puis les exposants choisissaient de plus en plus la période de Noël pour faire et création savoir-faire pour exposer. C'est vrai, comme vous disiez, c'est quand même des salons qui sont des gros investissements pour certaines petites maisons et qui va choisir plutôt décembre. Donc on s'est dit autant tout réunir en un seul événement. Comme ça, on a vraiment l'événement référence, on pourra beaucoup plus construire de choses à partir de ça. Et finalement, c'est une décision qui fait sens pour tout le monde. C'est-à-dire que les exposants, ils ont même, pour eux, c'était une évidence. Les visiteurs, pareil. À partir du moment où on garde l'ADN des 2 marques, c'était ça le plus important. Hein. Et à partir de quel moment ces 2 salons étaient organisés par... ça a toujours été organisé par le même groupe ou comment ça se passe? Non, pas du tout. Non. Moi, je travaille pour une société qui s'appelle Comexposium. Création et savoir-faire était déjà dans cette société depuis près de 20 ans, je crois maintenant. Et puis Aiguille, en fait, que j'ai créé avec un associé, je l'ai cédé à Comexposium et j'ai rejoint le groupe pour prendre la direction des 2 salons. D'accord. Il y a 6-7 ans maintenant, voilà. D'accord. Donc les 2 salons sont dans la même maison depuis 7 ans. Ok. Donc voilà, l'aventure. Très bien. Et est-ce que vous pilotez des salons en province ou pas du tout, ou est-ce que c'est pas du tout un souhait? Il y avait eu, avant que j'arrive, il y avait un création savoir-faire à Lyon, mais qui a duré 4-5 ans puis qui s'est arrêté. En région, le problème c'est que nous, on est organisateur vraiment sur Paris, le modèle économique est un peu compliqué. Il y a beaucoup de petits salons qui existent, qui sont organisés par des assos, par des regroupements. Nous, on est une grosse machine et c'est vrai que sur un création et savoir-faire en région, pour l'instant, c'est pas. On a étudié, on est allé voir. C'était pas du tout une option pour le moment. Nous, ce qui nous intéresse, ce que je trouve super sympa, on dit c'est le côté festival, c'est le côté un peu intimiste, etc. Et sur la création et savoir-faire qui fait la taille de ce qu'il fait à Paris, ce serait un peu compliqué. Ouais. Et quels sont aujourd'hui les enjeux économiques auxquels vous devez faire face, les plus importants? En tant qu'organisateur de salon ou oui. Juste sur création et savoir-faire? Particulièrement création et savoir-faire. C'est que le panier moyen et les tailles des stands ont pas mal évolué. On a beaucoup plus de petites boîtes qui se créent. Donc c'est vrai qu'il va falloir qu'on aille sur des volumes plus importants et qu'on va accueillir plus d'exposants mais de plus petite taille. Donc l'idée c'est de maintenir quand même l'offre suffisamment attractive pour nos visiteurs qui sera sur des stands qui seront plus petits. Donc c'est vrai qu'on essaye on a quand même des grosses marques qui sont encore présentes, mais c'est un secteur qui est très éclaté, si vous voulez. Oui. Et ça, c'est vraiment l'enjeu, c'est d'aller rencontrer à la rencontre des petites boîtes qui se créent. Et ça, c'est référencé nulle part. Donc, c'est très, très consommateur de temps. Oui. Ça veut dire aller dans tous les petits festivals qu'il y a en région, ça veut dire aller à l'étranger. Et on a une équipe commerciale de 2, si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment le gros enjeu, c'est vraiment d'avoir des antennes un peu partout pour pouvoir faire venir la crème de la crème sur création et savoir-faire Aiguille en Fête en 24. Mais c'est vrai que c'est autant le bricolage, le jardin, c'est des secteurs très bien référencés. Si on se lance sur ce secteur, on a tous les chiffres et tout. Le DIY, si vous voulez vous lancer là-dessus, c'est au pif. Hein. Et sur un secteur comme ça qu'on veut développer, il faut aller chercher les pépites et c'est ça qui prend beaucoup de temps. Ouais, c'est une grosse partie de votre travail, ça. Ah ouais. Mais on a plein d'antennes partout, on a des ambassadeurs par secteur qui nous accompagnent. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on s'appuie comme ça sur des apporteurs de tendances par secteur qui vont nous dire là c'est super, tu devrais aller voir, c'est génial ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, tiens j'ai repéré. Donc voilà, c'est vraiment ça l'enjeu, c'est d'avoir un maximum de veille par secteur. D'accord. Et donc, si on se retrouve tous sur place la semaine prochaine, on va retrouver plein de gens qui vont nous proposer des choses originales
différente, de la découverte et puis. Oui, et puis il y a ce côté un peu, oui, magie de Noël, c'est vraiment formidable. Un salon, on fait tout soi-même. Chaque stand, il y a de la démo, ça fourmille d'idées. C'est vrai que quelqu'un qui vient pour la première fois sur création et savoir-faire, il rentre dans un temple, hein, il se demande un peu ce qui lui arrive. Il dit, qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui sont là pour acheter des tissus, du fil, et très vite, en général, une personne qui vient juste pour dire bon maintenant je veux voir juste comme ça, il repart pas tout de suite. Non. Et c'est aussi au vu des échanges que j'ai eus avec les autres intervenants sur le podcast, c'est aussi un grand lieu de rencontre, que ce soit pour les créateurs et les gens qui proposent tout cela, que des gens passionnés qui vont venir, des visiteurs en fait. Oui, il y a les deux aspects. Il y a ce qu'on appelle l'aspect aussi un peu plus B2B, c'est-à-dire comme il n'y a pas de salon professionnel dans le secteur, c'est aussi un moment où on va venir signer ces ouvrages qu'on vient de sortir. Les créateurs de contenu vont pouvoir rencontrer les marques pour lesquelles elles travaillent. Des marques vont pouvoir inviter, faire un incentive avec leurs équipes pendant le salon à travers un atelier qui va être organisé. Enfin, c'est vraiment la grand-messe du DIY, donc à tous les niveaux. Et vous avez raison de le dire. Certes, c'est pour le grand public consommateur classique, mais aussi pour tout le secteur du DIY. C'est sur ce salon-là qu'on va se donner rendez-vous pour discuter d'un lancement, d'un nouveau produit, qu'on va dire bah tiens, si j'ai un fournisseur, je veux bien qu'on s'organise un petit rendez-vous pour bosser sur la prochaine collection. Enfin, vous voyez, c'est vraiment c'est comme il n'y a pas d'autres rendez-vous à Paris sur ce secteur, on en profite. Très bien. Plein de promesses. Est-ce que vous aviez envie de passer un message à tous les gens qui nous écoutent et aux futurs visiteurs? Bah écoutez, un message, on les attend avec une impatience qui doit être aussi forte que la leur, je pense. Nous, ça fait 1 an qu'on est dessus et le salon, pour l'instant, je tourne toujours ma tête sur la gauche parce que c'est un plan qui est affiché sur mon mur. Et donc, j'ai hâte, autant que les visiteurs, de découvrir le salon pour de vrai. Et c'est vrai que quand on va commencer le montage là mardi, ça va être un grand capharnaüm et un gros bins. Et puis tout d'un coup, tous les stands, fin de journée, pouf, ça y est, tout est installé et le salon peut ouvrir. Et il promet d'être vraiment très très beau cette année. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu hâte comme ça de découvrir un création savoir-faire. Bon, et ben, ça augmente encore plus notre impatience. Merci beaucoup, Vanessa, pour ce moment partagé et Merci, Mathilde. Votre regard sur le salon. Et puis, bonne continuation. Et puis après, on se dit vivement 2024 pour un nouveau CSF après. Oui, et puis nous, on se voit vous venez, dans une semaine. Oui, je serai là. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Bonjour à toutes et à tous. Cet après-midi, je reçois Lucie de We Met Together. Bienvenue à toi, Lucie. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je te reçois dans le cadre des coulisses du CSF. Pourquoi ? Parce que vous participez, en fait, vous proposez un certain nombre d'ateliers sur le salon qui aura lieu la semaine prochaine. Est-ce que tu peux me dire les ateliers que vous proposez ? Alors, il y en a beaucoup. Et je me souviens pas de tout. En gros, les thématiques et gros, il y en a un que je vais proposer pour la première fois au salon, c'est l'atelier Speedweave, qui est une technique de réparation avec une petite machine, enfin une espèce de métier à tisser. Ouais. Il y a du tissage sur des vêtements pour faire de l'upcycling. Il y a des bijoux de corps. Il y a une technique de broderie qui s'appelle la broderie au ruban. Et je sais pas si c'est le dernier, mais en tout cas, il y a aussi de la réparation au chachiko. Très bien. Voilà. Et donc, en fait, les thématiques de ce qui anime, c'est réutiliser, redonner du neuf avec du vieux. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ça ? Alors, la manière dont je le définis, c'est valoriser tous les savoir-faire autour du réemploi textile. D'accord. Et du coup, le réemploi textile, effectivement, c'est utiliser les textiles, les vieux tissus, tout ce qui est existant, les fins de stock, et faire avec ça, recréer à partir de ça. Comment j'en suis arrivée à là ? C'est un chemin de vie, comme beaucoup de personnes. J'ai fait pas mal d'études et d'écoles.
j'ai eu cette chance. J'ai fait notamment l'école Boulle. Je suis diplômée en tapisserie d'ameublement. J'ai eu ça s'appelait un DMA à l'époque. J'ai suivi avec un bachelier en stylisme modéliste que j'ai fait en Belgique. Puis après, j'ai fait un master spécialisé dans la mode dans les Pays-Bas. Ça ne s'arrête jamais. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai accumulé à la fois les études, les expériences professionnelles dans divers secteurs, principalement du textile, principalement dans les métiers d'art. En fait, j'ai eu la chance de voir la qualité du textile, d'avoir des savoir-faire, et à chaque fois, en fait, de voir des très belles manières de travailler, très nobles. Et à chaque fois que j'étais confrontée à l'industrie, me rendre compte que c'était fait à la chaîne, sans qu'il y ait vraiment de la qualité, sans qu'on s'intéresse aux matières premières. Est-ce que c'est du coton? Est-ce que c'est du polyester? Oui, mais dans le temps, le polyester, ça réagit pas pareil, ça pollue plus, etc. Bah enfin, oui. en fait, il y a plein de... Ouais, grâce à mes études et à mon parcours, en fait, j'ai pas du tout la même... Je pense que j'ai jamais eu le même point de vue. J'ai le point de vue, est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que c'est qualitatif? Oui. Comment on fait pour faire durer dans le temps cet objet ou cette technique? Et du coup, ça m'a permis d'être à l'opposé, et même dans mes études de mode, du coup, on nous a demandé de travailler par rapport à des tendances. Ouais. De me dire, bah non, en fait, c'est ridicule de travailler avec des tendances parce que dans 3 mois, dans 4 mois, elles seront plus actives, elles sera plus à la mode. Donc, comment on va faire pour faire en sorte de être un peu dans les clous de cette tendance, mais sans y être complètement. Donc ça a toujours été mon chemin de comment faire en sorte de convaincre, d'utiliser, de dire ou non, comment communiquer par rapport à ces méthodes. Est-ce que on surfe justement sur une tendance? Est-ce que on va à l'opposé de cette tendance et on dit qu'on est complètement différents? Enfin, bref, voilà. Et comment est arrivé We Made Together en fait? We Made Together, c'était à la dernière année de mon master aux Pays-Bas, où alors aux Pays-Bas, j'ai fait un master qui s'appelle Practice Held in Common, qui était en fait le but, c'était de choisir une pratique dans la mode et de se dédier à cette pratique. Donc, si on avait envie que notre pratique ce soit de faire des cols de chemise et de se spécialiser là-dedans, libre à nous. Ok. Moi, j'ai choisi de me spécialiser justement dans la transmission des savoir-faire textiles, principalement dans la réparation. Et j'ai étudié énormément de techniques de réparation. Génial. C'était absolument passionnant. J'ai rencontré énormément de personnes pendant ces 2 années. J'ai commencé à voyager autour de ça. J'étais en Angleterre, rencontré Thomas Holland, suivre un petit stage. Enfin, bref, ouais, vraiment plein de rencontres riches. Et à la fin de me dire, en fait, ce qui me nourrit énormément dans ce projet, c'est de créer des petits moments. Ça va être des ateliers qui vont durer 4 heures, mais ça peut être des formations qui sont beaucoup plus longues pour des professionnels qui vont durer 1 jour, voire 2 jours. Et ouais, l'envie de transmettre, l'envie de faire vivre tout ça et de montrer que ces savoir-faire qui sont parfois anciens ou qui peuvent justement être complètement l'idée d'un mélange entre plusieurs savoir-faire. Oui. Ou simplement se dire, mais pourquoi on mélangerait pas cette technique-là? Enfin, bref, il y a plein de choses qu'on peut, quand on commence à être créatif, à imaginer. Mais ouais, l'idée, ça a été de vouloir transmettre, en fait. Et de ressentir, en fait, qu'il y avait aussi un besoin, qu'il y a énormément de choses à faire en termes de transmission aujourd'hui, que ce soit dans la mode ou dans les métiers d'art, qu'il y a une crise écologique et qu'il y a un énorme besoin de transmission, en fait. Oui. Et puis aussi plein de techniques qui sont des techniques d'art ou même des techniques qui étaient, je pense à des choses utilisées dans le quotidien et qui sont peut-être des choses un petit peu qui étaient communes et qui étaient utilisées par monsieur, madame, tout le monde et qu'on peut avoir eu tendance à perdre et que c'est un peu dommage aussi, quoi. Oui, alors
quand on parle des techniques de réparation, on a tout perdu à partir des années 60. Les techniques de reprisage ou de remaillage ou ce qu'on appelle le stoppage, aujourd'hui une technique qui est pratiquée par moins d'une dizaine de personnes en France, qui est de la réparation complètement invisible. Oui, après de simplement savoir économiser, faire durer les choses, faire durer les vêtements, les bons gestes pour savoir les faire durer. Ça aussi, en fait, on les connaît plus, ils nous ont pas été transmis parce que à partir des années 60, il y a eu le prêt-à-porter qui est arrivé dans les modes de consommation. Et le prêt-à-porter, en fait, c'était une invitation à changer hyper régulièrement de vêtements et de plus porter la même chose. Et du coup, de pas se soucier de ce que le vêtement advenait et même de changer à partir du moment où il était abîmé. Et il y a eu un gros shift. Ça a été, c'est hallucinant parce que le fait d'économiser la matière, c'était présent depuis des millénaires. Et c'est des savoir-faire qui étaient présents depuis des millénaires. Et ça s'est effacé en quelques décennies par cet effet de tendance de c'est plus du tout le progrès de réparer. Le progrès, c'est de nouveau. de consommer. Voilà. Bon. Et donc avec l'association, donc c'est une association, c'est ça que tu as créé? Alors, ce n'est pas une association, beaucoup le pensent. Alors justement, explique-nous. Non, c'est une activité. Je suis auto-entrepreneuse et accompagnée par de nombreuses personnes. Il y a au moins 6 personnes qui m'entourent régulièrement dans les projets que je construis. Mais non, je suis auto-entrepreneuse et j'espère que ça changera dans les années qui viennent. Mais pour l'instant, ce statut me convient. Très bien. Et donc avec ton entreprise, tu proposes justement des ateliers, pas mal. Et donc là, tu vas les proposer au salon Création et Savoir-faire. Comment ça s'est fait la rencontre avec le salon? Est-ce que c'est toi qui es venu leur proposer tes ateliers ou est-ce que c'est eux qui t'ont découvert et qui t'ont dit est-ce que tu voudrais pas faire des ateliers chez nous? Comment ça s'est passé? C'est moi qui les ai découverts. Enfin, je les connaissais déjà avant, mais c'est moi qui ai toqué à leur porte en leur proposant, c'était il y a 1 an, de faire des ateliers. Et c'était assez amusant parce que à ce moment-là, ils avaient plus de place pour des ateliers, mais du coup, j'avais exposé. Donc, c'était l'année dernière, 2022. C'était sur l'allée de l'inspiration. Le thème, c'était recyclage. Et justement, j'avais exposé des objets qui avaient été réparés pendant des ateliers. Super. Par les participants et participantes dans l'allée de l'inspiration. Et donc cette année, tu as eu des places pour faire des ateliers? Cette année, oui, je participe en faisant des ateliers. Et donc tu proposes des ateliers par ailleurs dans toute la France ou c'est plutôt en région parisienne ou comment ça se passe si on a envie et qu'on peut pas être sur le salon de participer? Alors je suis basée à Paris. Ouais. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les 2 premières années, je dis que la première année We Made Together, j'étais basée aux Pays-Bas. Les 2 années suivantes, j'ai été nomade dans toute l'Europe. Ouais. Maintenant, c'est fini, c'est révolu. Je suis basée à Paris. J'ai une base fixe, mais cependant, alors, je pense qu'à 60%, les prestations que je fais sont en Île-de-France. Par contre, en octobre, j'ai un week-end, j'étais dans le sud de la France, un autre week-end dans le nord, puis après en Bourgogne, et puis après en Belgique. Enfin, dans le fond, ça me plaît toujours. Enfin, il y a quelque chose de très nomade à ce projet, à We Made Together, dans le sens où à la fois il y a quelque chose de local dans le développement des savoir-faire, mais à la fois, je pense qu'il y a une espèce de puissance à parfois aussi savoir aller à différents endroits et inspirer, montrer que il y a des points communs qui peuvent se faire. Et le nombre de projets où je vois que ce soit des ressourceries ou d'autres, des projets par exemple qui travaillent la laine, le nombre de projets qui s'installent de manière locale mais qui ont les mêmes valeurs et qui au final ont des points communs. Et enfin, ça que je trouve assez génial, c'est de pouvoir voir ça et mettre en contact aussi des gens ensemble. Oui, il y a tout un réseau qui est en train de
de prendre vie ou de reprendre vie, où justement les gens ont envie de faire vivre ce savoir-faire et de montrer qu'on peut réemployer, qu'on peut réutiliser et transmettre. Et c'est vrai que y a sûrement plein d'associations et plein de personnes qui essayent ça, et de se déplacer, ça permet de faire prendre part à toutes ces actions un petit peu à certains moments. Donc tu es disponible pour te déplacer. Et donc on peut aussi te trouver. Comment est-ce que tu organises ces ateliers? Est-ce que tu as un format, tu as un petit catalogue que tu vas proposer à chaque endroit, ou est-ce que tu personnalises pour chaque lieu? Comment ça se passe? Je personnalise énormément. Ouais. C'était d'ailleurs un des problèmes que j'avais au début, c'est que je voulais trop personnaliser. Maintenant, je le fais toujours et ça restera l'essence de ce que je propose. Je le fais un peu moins qu'avant. J'ai un catalogue avec des offres de base qui vont être est-ce que on va faire un atelier sur la réparation? Est-ce que ça va être un atelier sur la transformation / upcycling? Est-ce que ça va être un atelier sur la broderie? Bref, ça peut avoir rien à voir avec ces techniques-là. Ouais. Ça peut être complètement expérimental. Et moi, du coup, je propose ça déjà. Je vois on discute de quel est le public, quel est son engagement, parce que ça m'arrive de travailler. Alors, c'est l'anecdote. Je pense que j'ai déjà travaillé avec des enfants de 4 ans. La plus vieille personne avec qui j'ai travaillé a 100 ans. Donc, forcément, c'est pas du tout les mêmes formats quand on s'adresse à des tout petits qu'à des personnes âgées. C'est pas les mêmes matériels. Donc, ça aussi, c'est discuter avec l'interlocuteur de quelles est les personnes qui vont découvrir. Est-ce que c'est des professionnels? Pareil, du coup, là non plus, ce sera pas les mêmes outils, ce sera pas le même vocabulaire. Donc vraiment cette question d'adapter le format. Est-ce que c'est des personnes qui sont initiées? Est-ce que c'est des personnes qui ont déjà des connaissances? Donc voilà, moi je pose toutes les questions de base. Je vois aussi, je questionne les thèmes. Est-ce que je sais pas, c'est Noël, ou est-ce qu'il y a plein d'autres artistes? En octobre, j'étais intervenue sur un festival qui questionnait les genres. Ouais. Donc ça, c'est pareil, c'est une question assez dans les valeurs que prône We Made Together, c'est quelque chose d'assez fort vers l'ouverture. On va réfléchir au thème et proposer et faire des propositions en fonction de toutes ces informations collectées qui vont être au plus proche des besoins de mes collaborateurs. Et alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu as pensé les ateliers justement au CSF? Alors, au CSF, maintenant je commence à avoir 1 an et demi d'expérience avec le salon, et du coup de connaître un peu son public, de voir quelles sont les personnes qui viennent, me rendre compte que c'est des personnes qui sont très intéressées par des techniques. C'est vraiment très basé pas du tout sur l'expérimentation ou sur la créativité ou sur une approche philosophique ou non, c'est vraiment très technique. Moi, j'ai envie de découvrir cette technique qui date de cette époque-là avec cette matière-ci. Donc c'est un public qui est très curieux, très spécifique, très enthousiaste. Et là, du coup, j'ai choisi vraiment. Là, il y a un panel de techniques assez divers, mais par contre, on est sur des initiations. On n'est pas sur des niveaux avancés pour tout le monde. Donc en fait, toute personne qui serait curieuse justement du savoir-faire textile peut trouver, quel qu'il soit son niveau, même si quelqu'un qui a jamais trop fait grand-chose, peut découvrir et venir et découvrir. Complètement. Je pense que de toute façon, pour moi, le salon création et savoir-faire, il est accessible à toutes les personnes enthousiastes des savoir-faire textiles. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on a envie d'essayer un truc, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas au moins à quelque chose. Ah non, vraiment pas. En général, on est surpris soi-même de ce qu'on peut faire. Et après, il y a dans mes méthodes, ça c'est plus au niveau de ma pédagogie, et j'en parle pas forcément énormément. Enfin, sur les réseaux sociaux, j'en parle beaucoup. J'en parle pas forcément sur mon site internet, mais dans ma pédagogie, c'est vrai qu'il y a une grande invitation à rater en fait.
parce que c'est comme ça qu'on apprend et que, enfin, plus on va rater ses points, rater ses lignes, rater, faire des nœuds et oui, bah, c'est pas forcément, au début, c'est pas forcément agréable, mais en fait, c'est hyper important. C'est comme ça qu'on progresse, c'est en ratant. En comprenant qu'on s'est planté et en comprenant pourquoi et en expérimentant, en fait, c'est... Exactement, ouais. Et c'est des ateliers de combien de temps que tu proposes? Alors là, au salon, les initiations, c'est toujours autour de 1 heure à 2 heures maximum. D'accord. C'est jamais plus long parce que de toute façon, au niveau concentration, on peut pas faire plus et après, ça devient trop énergivore. Est-ce que les gens doivent venir avec des objets ou est-ce que toi, tu fournis tout? Comment ça se passe? Alors là, je pense que les deux sont... Alors, je viens avec le matériel. Je pense que dans certaines propositions, les gens sont invités, s'ils le veulent, à ramener des vêtements. Mais il y a toujours l'option, il y aura toujours des options sur place de travailler sur échantillon si les personnes ont oublié. C'est difficile de penser à ramener des choses quand on est sur un grand salon. Super. Est-ce que toi, tu continues d'expérimenter et de découvrir ou est-ce que tu te concentres sur le développement de ton entreprise et la mise en place de toutes ces activités? Alors, c'est une super bonne question. Alors, pendant longtemps, grâce aux études que j'ai fait, aux expériences en entreprise que j'ai fait, pendant longtemps, j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter. Mm-hmm. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu à prendre en compte l'aspect économique de mon entreprise, c'est arrivé 6 mois après que j'ai commencé mon entreprise quand j'étais en master. La partie créativité, expérimentation et créativité, je joins énormément les deux. Ça a plus du tout fait partie de mon quotidien. C'est plus du tout... Ouais, ça me paraissait plus essentiel. Et ça a été une erreur, et ça, je le comprends depuis quelques mois maintenant, que, en fait, c'est indissociable, que, en tout cas, moi, c'est mon moteur. Je ne peux pas fonctionner si, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je perdais de l'énergie et que tous les 4 mois, puis après tous les 3 mois, il y avait ce moment de, mais qu'est-ce que je fais? Il y a plein de choses qui me prennent de l'énergie, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui rentrent. Oui, quand je fais des ateliers, je transmets des choses et c'est hyper agréable, mais je stagne, en fait. J'apprends plus grand chose. Et en fait, ça a été le moment, en tout cas là, depuis la rentrée, je m'autorise à avoir des moments où je crée des choses, en fait, pour moi. Oui. Je pense que c'est difficile de se réautoriser à faire des choses, enfin, quand on a été la tête dans le guidon pendant plusieurs années en disant ça, c'est les objectifs, et de finalement dire, ah bah non, en fait, c'est important de continuer ouais, non, c'est important, en fait, de continuer à expérimenter, à créer. Et moi, ça a été mon erreur de pas me focaliser sur ça parce que c'était pas l'objectif au début, mais en fait, ouais, là, je le vois au niveau de mon énergie, de ma motivation, c'est que, oui, en fait, d'avoir toutes les semaines des petits moments créatifs et d'expérimentation, ça m'aide. Ouais, c'est super important. Je veux dire, moi, je pense dans mon cas, la couture est pas, c'est un support de travail en fait, mais c'est pas ce sur quoi je communique ou ce que je fais. Et c'est vrai que j'ai tendance à le reléguer à la fin quand j'aurai fait tout le reste, je le ferai quoi. Sauf que en fait, je me rends compte qu'il y a des fois, j'ai juste envie de me mettre derrière ma machine et de coudre et d'oublier tout et de prendre ce temps pour moi pour justement regagner de l'énergie, se recentrer sur ce qui est important et ce qui nous fait avancer quoi. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Bah moi c'est exactement ce que je ressens quand je vais derrière ma machine à coudre ou quand je sais pas, je vois un élément, un bout de tissu et que je me dis qu'est-ce que je vais en faire. Voilà, ouais, c'est juste prendre ce temps pour soi et ouais, il y a un effet de lâcher prise et plein de choses qui peuvent naître autour de ça. Ouais, je pense libérateur. Que la condition alors particulièrement auto-entrepreneur, mais parce que ça veut dire qu'en général on n'est pas très gros, donc on débute et qu'on est un peu tout seul et qu'on galère pour faire 50 métiers en un. Mais c'est vrai que on a tendance des fois à relayer, surtout si on fait des métiers passion, en fait on a beaucoup de passion dedans, mais des fois il manque un peu la moelle du truc et que c'est de le pratiquer soi-même qui fait du bien et que c'est pas toujours facile de trouver ce temps-là.
que je suis allée voir un petit peu ce qui était proposé via ton site internet. Est-ce que tu peux nous traduire We Made Together et pourquoi tu as choisi ce nom? Alors, ça, c'était un choix que j'ai fait quand j'étais en master. Je me souviens encore de la directrice de master qui m'avait dit pourquoi why we made together and not we make together. Du coup, we made together, ça veut dire nous avons fait ensemble. Ouais. Et la directrice de master m'avait demandé pourquoi tu dis nous avons fait ensemble et pas nous faisons ensemble au présent. Ouais. Et j'avais envie de communiquer, alors déjà le nous, parce que, enfin, très collectif en fait. Même si je suis auto-entrepreneuse, je suis entourée de plusieurs personnes qui m'aident. Il y a une sorte de, bref, je montre naturellement que je pourrais pas fonctionner toute seule et que dans tous les cas c'est des ateliers, c'est collectif, on apprend ensemble, même si j'ai pas mal de connaissances. Il y a d'autres personnes à mes ateliers par exemple qui ont des connaissances et qui les partagent et qui disent ah mais oui mais moi je sais ça, on m'a déjà dit. Donc c'est ces moments des moments collectifs en fait. Ouais. Faire parce que on parle de textile, on parle de savoir-faire et qu'on met la main à la pâte, c'est de la transmission et qu'on est là pour apprendre, mais on apprend en faisant. Ouais. Et je l'ai mis au passé parce que pour moi il y a l'aboutissement en fait, se dire on l'a fait, ça y est, on l'a accompli et c'est hyper chouette. Il y a un côté un peu victorieux à se dire ah bah oui c'est un accomplissement, on l'a fait et c'est pas facile, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des échecs comme on disait, mais on l'a fait. Donc c'est ça que je voulais relater. Ensemble, c'était réaffirmer le côté collectif et partagé. Il y a un côté aussi, enfin il y a dans les techniques de pédagogie que j'utilise, il y a l'autofacilitation, le fait de demander par moi aux autres, de réexpliquer ce que je dis aux autres. Enfin, il y a énormément de méthodes qui font vivre le collectif, en fait. Ouais. Moi, j'aime bien ça en cours, dire à quelqu'un, si tu l'as compris, essaye de l'expliquer à l'autre parce que tu auras sûrement des mots qui sont différents des miens et ça te permettra de toi l'enregistrer encore plus, quoi. Ouais. C'est assez chouette. Exactement. Ouais, et puis de soudainement de se dire, d'avoir cette responsabilité de dire, ah, mais en fait, là, on me fait assez confiance pour que j'explique ce que je viens de comprendre à quelqu'un d'autre. Et oui, ça permet au niveau de la mémoire de réexpliquer ce qu'on a fait. Ça permet de l'assimiler encore plus. Donc, c'est juste une super bonne méthode. Tu partages sur ton site des installations interactives, donc un peu plus une forme d'art, mais avec de l'interaction. Est-ce que tu peux nous en parler? Je trouve que c'est des actions qui sont assez géniales et qui apportent un regard différent sur nos vêtements et comment on vit ça. Alors ça, je n'ai pas moins parlé pour l'instant, même pas du tout parlé. Les interactions, c'est aussi quelque chose, troisième pôle de ce que propose Made Together. On en fait un peu moins, mais c'est aussi, en fait, les installations, ma manière de voir ça, c'est que c'est une autre manière de transmettre des choses. C'est juste que c'est pas dans un temps fixé, c'est dans un temps étendu. Et on va y mettre autant de médias et de manières matérielles. C'est-à-dire que dans un atelier, on va avoir de la matière à manipuler, on va avoir des livres, on va avoir des cartes peut-être à jouer, peut-être pas à jouer, ou peut-être des dépliants, enfin des choses à manipuler qui vont permettre de découvrir, d'apprendre, de voir du volume, de voir de quoi on parle, enfin bref. Et là, sur une interaction, il va y avoir ces médiums aussi, mais sauf que ils vont être là pendant plusieurs journées, plusieurs heures. Et le but, ça va être d'interroger une personne qui va passer à côté et peut-être qu'elle va simplement lire des cartes qui sont posées sur un mur et juste ça lui aura suffi. Ou peut-être que ça va justement l'intriguer. Elle va s'approcher de ses cartes, elle va lire une deuxième carte et puis sur la deuxième carte, il y a une action et elle va faire l'action qui est proposée.
Et dans ces interactions, alors j'en ai fait pas mal. J'en ai fait pour des institutions, j'en avais fait dans le cadre d'expositions aussi. Il y en a, alors je pense que c'était 2. Il y en a une qui s'appelle Lettre à vos vêtements. Ouais. Où là, c'est une invitation à écrire une lettre à ses vêtements. Et du coup, il y a plein de lettres qui sont exposées sur un mur. On va se plonger dans la mémoire d'un vêtement, soit qu'on a aimé, soit qu'on porte. Et on va se poser des questions sur depuis quand je l'ai, qu'est-ce que je ressens quand je le porte, est-ce qu'il est troué, abîmé, ou est-ce qu'il a des défauts, ou est-ce que je l'ai déjà porté, enfin bref, se poser énormément de questions. Puis après, on va lui dire si c'est un pull, mon cher pull, je t'écris parce que je me réalise à quel point j'aime être dans tes mailles, etc., etc., etc. Il y en a qui font des lettres d'amour, il y en a qui font des blagues, enfin vraiment toutes sortes de messages. À chaque fois, je suis très surprise par la diversité. Donc ça, je le propose en interaction. Après, il y en a un deuxième que j'ai fait, et là, c'était plus une invitation parce que en fait, à force de faire de la sensibilisation, il y a plein de personnes en fait qui ne veulent pas se mettre. Enfin, on a beau leur expliquer des choses. Enfin, il y a ce truc de non, on veut pas trop se mettre à l'action. Et du coup, là, j'ai eu envie de tendre un espèce de, c'est pas un piège, mais de faire un jeu et de suite pas lécher le choix en fait. Et là, ça s'appelle un cap ou pas cap. Et du coup, c'est est-ce que t'es cap de dessiner sur ton vêtement? Est-ce que t'es cap de rajouter un élément coloré sur ton vêtement? Et ça, c'est quoi de rajouter un petit élément coloré sur son vêtement? En fait, on s'en rend pas compte, mais psychologiquement, rien que le fait de rajouter une espèce de fleur ou, je sais pas, un nœud ou n'importe quoi sur son vêtement, en fait, ça va le changer. Et psychologiquement, on a l'impression qu'il est un peu nouveau. Plus le même. Ouais. Et en fait, le fait de le faire évoluer comme ça va éviter l'effet lassitude qu'on a. Et si on faisait ça régulièrement avec tous nos vêtements, ça nous éviterait d'acheter des nouveaux vêtements parce qu'on se sentirait moins lassé, etc. Donc ouais, en fait, c'est des questions qui étaient, je crois qu'il y avait une dizaine de questions qui chaque fois renvoyaient, si on allait plus loin dans les cartes, il y avait des explications qui disaient pourquoi on vous invite à faire ça. On vous invite à faire ça parce que derrière, si on faisait tout ça, ça nous permettrait d'économiser tant de matières premières, d'économiser de l'énergie et de faire fonctionner l'économie circulaire en fait. Ouais. C'est des propositions à jouer autrement avec ses vêtements pour retrouver un peu de fun sans forcément avoir besoin d'aller dans les magasins acheter des nouveaux, quoi. Oui, l'invitation c'est ça, c'est au fond il y a plein de manières d'utiliser l'existant, il y a plein de manières de que ce soit transformer ses vêtements, juste refaire un ourlet, rechanger le col, changer la poche ou faire une petite broderie. Ouais, il y a plein de manières hyper simples moi j'appelle ça réapproprier ses vêtements. Et j'ai un énorme problème, c'est quand on me donne un vêtement qui est brut, je n'arrive pas à me sentir à l'aise dedans tant que je n'ai pas rajouté ma petite patte. Et je connais plein de personnes autour de moi qui sont pareilles et qui se disent en fait tant que j'ai pas fait un nouvel ourlet ou réajusté ou agrandi ou mis une petite touche de couleur, en fait c'est pas mon vêtement. Ouais, ça, vraiment s'approprier les choses et les vivre quoi. Ouais. C'est super. Et ça c'est des idées qu'on peut avoir les uns les autres à se questionner justement quotidiennement ou en tout cas un jour avant de vouloir donner, offrir, jeter un sweat, un pull, un pantalon, de se dire est-ce que si je lui faisais un petit quelque chose, est-ce que j'aurais envie de l'aimer encore un peu plus? Ouais, ça serait super. Bah oui. Donc on peut te retrouver sur le salon avec un certain nombre d'ateliers techniques comme tu nous l'expliquais tout à l'heure. Je mettrai le lien dans l'article de blog de notes de l'épisode. Et puis donc c'est We Made Together.
Donc WEMADETOGETHER. Et donc on peut te retrouver en cherchant dans le moteur de recherche des ateliers du CSF. Pour s'inscrire, il reste quelques places. Et puis sinon, on peut aller sur ton site internet ou sur Instagram, découvrir un petit peu ce que tu proposes et l'inspiration, les événements, les prestations, comment tu vois le truc, et de se dire aussi que tout ça, c'est aussi une prise de position, j'ai envie de dire. Tu utilises aussi tous ces moyens, tous ces liens et tous ces temps collectifs pour aussi parler de notre société aujourd'hui, et ça, je trouve ça hyper intéressant en fait. Il y a un engagement qu'on peut retrouver, que tu partages, et donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller plus loin et découvrir We Made Together. Merci beaucoup, Lucie. Avec plaisir. Partager mon amour pour les savoir-faire textiles et mon engagement pour l'écologie. Très bien. Merci beaucoup. Et puis, bon salon et rendez-vous au salon. Rendez-vous au salon. Je suis coach en image et j'aime travailler avec les couturières. Tu cherches une aventure dont tu sortiras transformée, où règne sororité et bienveillance ? Je te propose un accompagnement en groupe sur 4 semaines pour découvrir ton corps, trouver tes couleurs et ton style et surtout te sentir en accord avec tes vêtements. Tu veux en savoir plus ? Réserve un appel découverte avec moi, gratuit et sans engagement sur mon site dans l'onglet formation. Retrouve-moi sur ateliersherwood.fr, Pinterest ou Instagram à Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde, Camille, Vanessa et Lucie. Et je remercie le Salon Création et Savoir-Faire pour sa collaboration. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture.